Je vais inviter en effet nos intervenants à venir nous rejoindre. Marie-Estelle Bovetti, merci de venir prendre place. Laurent de Verlange, Magali Delouche, merci également de venir nous rejoindre pour cette première table ronde. Marie-Claire Renard, Laurent Pradeil, Monsieur Frédéric Masse, Cécile Doucelin et Caroline Malsout. Mesdames et messieurs, merci de venir prendre place pour cette première table ronde qui sera donc consacrée justement au mode de consommation en mutation. Peut-être aurez-vous des réactions d'ailleurs aux propos tenus par Monsieur Marty sur les différents marchés qui sont en pleine évolution, en pleine croissance. Et pour tout vous dire, en effet, vous êtes de nombreuses entreprises finalement à vous être investies, soit depuis longtemps, soit récemment, sur ces différents secteurs de marché. Donc a priori, vous avez bien fait, vous avez le nez fin, et vous allez voir qu'il y a en effet encore beaucoup de possibilités pour vous de vous développer, puisque les entreprises ici présentes le sont déjà. Alors, peut-être, avant de donner la parole aux entreprises en particulier, je vais commencer avec vous, Marie-Claire Renard, de l'Institut du Goût. Marie-Claire Renard, merci de prendre le micro. Vous êtes directrice des études qualitatives, marketing et international à l'Institut du Goût du Périgord, IMASENS. Alors, peut-être, avant de nous donner vos analyses au sein de votre Institut du Goût, une réaction aux propos de Laurent Marty. Est-ce que ça correspond finalement aux études que vous faites aussi au sein de votre Institut ? Oui, tout à fait, on se rencontre. Ça fonctionne, oui. Qu'aujourd'hui, effectivement, dans tout ce qui... Nous, en fait, dans mon Institut d'études marketing et sensoriel, on travaille beaucoup sur du test produit, du test de pack, ou du test de... Ah, c'est mieux là, comme ça. Ou du test de concept, ou de nouvelles gammes de produits. Donc, on est confronté, en fait, à des nouveaux lancements d'industriels, tant de l'agroalimentaire que de la cosmétique. Et il est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, dans les nouveaux lancements, il y a une notion nutrition, une notion santé, une notion nouveaux ingrédients naturels qui rentrent dans les problématiques. Après, le consommateur, il est effectivement de plus en plus sensible à ces problématiques-là, mais il a aussi un porte-monnaie qui n'est pas toujours extensible, et il a également aussi des attentes en termes de sensorialité et de goût qui font qu'il y a des compromis à la fin qui sont effectués par le consommateur pour accepter. Il n'accepte pas forcément un produit qui serait beaucoup plus naturel ou un produit qui serait beaucoup bien meilleur pour sa santé. Vous voulez dire que même la problématique du revenu n'entre plus en ligne de compte maintenant, en tout cas pour une frange de la population, c'est-à-dire qu'ils veulent, il y a cette notion de bien-être, de qualité du produit, de ce qu'ils mangent, qui entre en ligne de compte malgré des revenus qui ne sont peut-être pas aussi élevés qu'ils pourraient l'être pour avoir accès à ces produits. Tout le monde est sensible à cette dimension, tout le monde souhaite manger bon et sain, quels que soient les revenus. En revanche, non, il y a toujours effectivement le prix qui rentre en ligne de compte, et donc plus les revenus sont faibles, plus les compromis sont importants par rapport à cette dimension santé et nutrition. Par exemple, quand on fait des tests d'intention d'achat non pricés, c'est-à-dire quand on n'indique pas le prix, on demande à la personne si elle est prête à acheter le produit par rapport à un pack ou un produit qu'on lui propose, elle dira oui, mais quand on lui donne le prix réel sur le marché, les intentions d'achat vont chuter sur des catégories plus défavorisées. C'est vrai qu'on peut être étonné dans les chiffres que donnait M. Marty sur les jeunes qui sont pour beaucoup nombreux à accéder à ces produits, en tout cas avoir envie d'y accéder. C'est la nouvelle génération, en même temps, ce n'est pas forcément celle qui est la plus fortunée ou la plus pourvue de moyens. Oui, alors après, nous, on teste beaucoup de produits destinés mass market, destinés à la grande distribution. C'est vrai que les jeunes peuvent aussi avoir recours à des produits plus alternatifs ou moins, on va dire, fabriqués par des industriels pour justement détourner ce problème du prix, qui est effectivement aussi un problème pour les plus jeunes. Alors, on parle en effet de mode de consommation-mutation. Quels sont les plus grands changements selon vous ? C'est cette notion de mobilité, c'est ce que vous voyez aussi au sein de vos études ? De mobilité. De mobilité, donc de mobilité à travers des outils de communication, mais de mobilité aussi de déplacement qui font qu'on mange différemment, on se soigne différemment. Oui, on observe de toute façon des modes de consommation qui sont de plus en plus nomades, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on mange de plus en plus on the go. C'est-à-dire, c'est pareil, là il y a des contradictions par rapport au mode de consommation. Donc on sait que pour manger il vaut mieux être assis, etc., prendre son temps, mais on va quand même, parce qu'on a les contraintes de la vie moderne,
acheter des produits qu'on m'a mangé sur le pouce, emballés dans du plastique. Voilà, c'est toujours des compromis. Et effectivement, il y a aussi cette tendance vers le nomadisme, vers le morcellement des modes des consommations alimentaires. Voilà, et donc par rapport là on est plus en lien par rapport à nos méthodologies, on est de plus en plus donc nous aussi sur des méthodologies de tests à domicile, de tests où on va essayer d'avoir l'expérience, le retour client sur le moment de consommation qui est plus toujours à table. Alors, Institut du goût du Périgord, est-ce que vous êtes de plus en plus sollicité, justement? On parle en effet de liens sociologiques. Est-ce que vous êtes de plus en plus sollicité par les entreprises, par les différentes structures pour avoir justement et suivre cette tendance et pouvoir faire de la veille? Il y a beaucoup. En fait, nous, là où on voit que la nutrition santé, ça devient important, c'est que, par exemple, que ce soit au niveau des packaging, on va tester beaucoup des listes d'ingrédients, alors qu'avant, on ne le faisait pas du tout. Ah oui. Quand on faisait un test de packaging il y a 20 ans, c'était vraiment le design qui rentrait en ligne de compte. Aujourd'hui, aucun consommateur ne va prendre le design comme ça et dire oui. Il va demander, par exemple, si on fait une table ronde de consommateurs, le consommateur va nous demander, mais elle est où la liste d'ingrédients systématiquement, qu'avant ça elle est écrite pas trop du petite, tout. on n'arrive pas à la lire. Ou alors la première chose, c'est votre produit il a l'air bien, mais vous avez vu la taille de la liste d'ingrédients. Ça, c'est un réflexe qui est rentré aujourd'hui, alors qu'avant il était très peu pris en compte dans les tests packaging. Ou alors aujourd'hui dans les tests produits qu'on fait, notamment pour la cosmétique, on va avoir beaucoup de tests de nouvelles formules. Qui sont des formules avec des ingrédients qui remplacent des ingrédients de synthèse. Donc on passe sur des ingrédients naturels et on veut valider si la sensorialité est suffisante pour continuer à plaire aux consommateurs. Donc effectivement, qui dit naturel, qui dit meilleur pour la santé, peut parfois dire moins bon, peut parfois dire moins sensoriel, notamment pour la cosmétique. Et là, il y a des arbitrages qui sont à valider avant le lancement des produits. On verra justement peut-être avec les personnes qui sont dans ce secteur d'activité. Cécile Doucelin de NutriConcept, vous intervenez vous aussi auprès des PME en agroalimentaire. Pour vous, ces nouveaux modes ces mutations, nouveaux modes de consommation, ils s'affichent à quel niveau? Vous les voyez à quel niveau au sein de NutriConcept? Alors là aussi, il faut peut-être appuyer. Allez-y. Non. Remontez le bouton peut-être. Allez-y, le temps que ça. C'est bon? Voilà, oui, ça fonctionne. Oui, effectivement, tout ce qui a été exposé jusqu'ici, notamment par Monsieur Marty, je le ressens aussi bien auprès de ma clientèle de professionnels que ma clientèle de particuliers aussi, puisque j'ai l'avantage d'avoir un pied du côté du consommateur et un pied du côté de l'entreprise qui commercialise les denrées alimentaires. Ce qui a été dit aussi sur la notion de liste d'ingrédients, c'est vrai que les mentions d'emballage aujourd'hui sont particulièrement difficiles à déchiffrer pour le consommateur et que s'il n'a pas forcément l'expertise pour identifier aussi, la pour les comprendre, oui, tout à fait. chaque ingrédient. En revanche, il est capable de dire effectivement si la liste semble être un peu trop à rallonge, au contraire si elle se contente d'ingrédients primaires un petit peu plus nobles. Et donc ça, ce sont des choses sur lesquelles vous travaillez, parce qu'on a l'impression qu'on en entend parler depuis longtemps de ce problème d'étiquetage en particulier. Les gens veulent savoir ce qu'il y a dedans et puis ils n'arrivent pas à lire au moment de l'achat. Et on a l'impression que ça n'a pas véritablement avancé, si? Alors les choses avancent et au niveau réglementaire, au niveau européen, il y a un réel souhait de clarifier l'étiquetage des denrées alimentaires, de les simplifier. Donc les entreprises sont obligées d'y travailler. Alors elles ne travaillent pas par obligation réglementaire sur ce qu'on appelle le clean label, c'est-à-dire sur justement raccourcir la liste des ingrédients et essayer d'éviter, de limiter l'utilisation d'additifs. Mais elles sont obligées d'importer des informations sur la composition nutritionnelle du produit, puisque la réglementation européenne a imposé depuis le mois de décembre dernier un étiquetage nutritionnel de toutes les denrées alimentaires vendues sous forme emballée. Donc pour apporter cette information au consommateur qui l'attend, qui n'est pas toujours non plus en mesure de décrypter des valeurs nutritionnelles, parce que c'est bien d'avoir des valeurs, des données, mais encore faut-il savoir les interpréter.
Donc les entreprises sont obligées de s'y pousser et c'est effectivement, moi en tant que professionnelle sous l'enseigne NutriConcept, quelque chose qui m'a beaucoup fait travailler depuis les 3 ou 4 dernières années et qui va jusqu'à la mise en place de démarches collectives telles que la CCI l'a fait avec la fameuse démarche Nutrilim pour accompagner des entreprises par groupe, en collectif, dans la mise en place de ce type d'obligations légales et de l'utiliser en tremplin pour l'innovation, c'est-à-dire de conférer une certaine expertise nutritionnelle aux fabricants de denrées alimentaires qui, à partir de là, va s'en servir pour justement soit améliorer son produit, soit étendre une gamme, soit créer de nouveaux produits. Alors, nouveau mode de consommation, en mutation. Est-ce que, on parle de démarche sociétale, ça veut dire que c'est tout le monde, tout est imbriqué, ce sont les consommateurs, ce sont les entreprises, ce sont les médias qui font, ce sont les blogueurs aussi, qui font que les choses avancent et définissent finalement ces différents marchés dont nous a parlé Laurent Marty. Il n'y a pas qu'un seul élément. Oui, forcément, tout le monde avance dans le même sens, hein, ça c'est clair. Et comme les industriels sont très à l'écoute des attentes consommateurs et essayent même d'anticiper les attentes implicites, et les consommateurs sont très curieux et en attente de ces produits. Donc oui, c'est une démarche sociétale. Et globale, et c'est une tendance lourde. On l'a vu arriver dans les années 2000. Moi, on m'avait formé à l'époque un petit peu au marketing et à la communication. C'était une personne qui avait travaillé dans des grosses agences parisiennes spécialisées dans la communication et stratégie marketing autour du marché de la nutrition dans le domaine de l'agroalimentaire. Elle m'a dit on en a pour 25 ans, mais je crois que ça va être encore plus long que ça. Marie-Estelle Bovetti, alors vous êtes des chocolats Bovetti. On vous connaît du côté de Terrasson parce que vous êtes une grosse entreprise sur cette petite commune. Réagissez peut-être aux propos déjà qui ont été donnés en amont, à la fois par Laurent Marty et par les autres interlocutrices. Est-ce que ça correspond finalement au travail que vous mettez en place aussi, cette évolution, ces mutations de consommation aussi, à travers des chocolats bio, à travers des emballages aussi, à travers des modes de consommation différents? Comment travaillez-vous au sein de votre entreprise pour les chocolats? Alors pour les chocolats, au niveau de l'emballage, on est déjà sur des emballages depuis longtemps, des emballages recyclables. Donc ça, le plus possible. Aujourd'hui, quasiment tout. Et puis, on essaye aussi pour les emballages de travailler avec des entreprises locales ou en tous les cas en France ou en Europe. Et c'est pas toujours évident non plus. Alors pourquoi? Parce qu'on a développé fortement une gamme de chocolat bio et chez certains distributeurs et notamment Biocoop, c'est pas possible de rentrer avec des boîtes métal qui arrivent de Chine ou ce type d'emballage qui est quand même très souvent utilisé par les entreprises agroalimentaires. Donc on voit que les contraintes, lorsqu'on choisit en effet de travailler sur ce secteur qui est en pleine croissance, les contraintes, elles ne sont pas seulement sur le produit, mais bien au-delà aussi. Ça va à la fois bien sûr du packaging, du fournisseur. Donc c'est une globalité qu'il faut prendre en compte. Et alors nous au départ on a commencé par des chocolats conventionnels. Aujourd'hui la gamme bio, on a une très belle gamme qui est très étendue et aujourd'hui on est à peu près à 50% de notre chiffre d'affaires sur la bio équitable. Alors ça pose aussi le problème de l'approvisionnement et ça c'est pas les grosses entreprises industrielles, elles sont pas forcément prêtes à gérer les ruptures de matière. Et donc nous on le fait et c'est pas évident aussi par rapport à nos clients. Un distributeur à l'étranger, il ne comprend pas pourquoi on ne le livre plus sur tel ou tel produit, tout simplement parce qu'il n'y en a plus. Si j'ai plus d'orange confite bio, il n'y en a plus et puis c'est comme ça. Donc il faut attendre la prochaine saison et pour nous c'est un problème aussi. Et on dit aussi que la rareté fait le prix parfois et fait aussi la réputation d'une maison. Non. Oui, on espère de ne pas avoir des chocolats trop rares non plus, c'est compliqué pour l'évolution du chiffre d'affaires.
Mais bon, nous, on le gère parce qu'on a une gamme très étendue en tablette, en pâte à tartiner, et on le gère comme ça. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, sur ces nouvelles tendances, j'étais fin octobre au salon Natexpo, où j'expose l'ensemble des produits. Et là, on a vu aussi émerger cette tendance végane dont vous parliez tout à l'heure. Et là, il y a de plus en plus, je ne sais pas si ça va être une mode qui va passer, j'ai l'impression que ça va durer un peu quand même. Donc nous, on a aussi une gamme, bien sûr, presque toute notre gamme est végane. Végane, c'est-à-dire avec du lait qui n'est pas du lait de vache? Alors, donc, toute la gamme chocolat noir est végane. Oui. Et par contre, le lait, on travaille justement sur un lait végétal. Aujourd'hui, c'est pas tellement satisfaisant en termes de goût. Donc, on veut aussi faire quelque chose de bon. Donc, c'est ce que disait en effet tout à l'heure Marie-Claire Renard. Il faut répondre aussi à cette notion d'appétence et de goût et de sensorialité par rapport aux produits que vous proposez. Est-ce qu'il était question en effet pour les entreprises d'anticiper ces nouveaux modes de consommation, d'anticiper ces évolutions? Il faut combien de temps? Combien de temps vous avez mis, vous, pour vous adapter en effet à ces nouvelles demandes, que ce soit en chocolat bio, que ce soit en chocolat vegan? Comment travaillez-vous? Alors la bio, ça s'est fait progressivement. On a démarré au départ, le début de la bio, on avait trouvé un cru de cacao qu'on avait trouvé bon gustativement, et puis on l'avait pas fait certifier, donc on le vendait comme du conventionnel. Et puis on a fait des rencontres avec des producteurs bio et qui nous ont dit il faut développer cette gamme de tablettes. Donc voilà, et c'est parti un petit peu comme ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu dans notre mode de vie aussi, et ça nous plaît parce que quand on travaille avec les acteurs de la bio, c'est un petit peu différent. C'est pas les mêmes négociations que de la grande surface. On aime bien aussi. Donc on apprend finalement au fur et à mesure ce nouveau mode de relation et de consommation et de travail. Oui, c'était un peu ça. Et puis après, donc nous on fait de la bio équitable, donc ça c'est aussi encore différent. Et donc mon mari Walter Bovetti, lui, il va dans les plantations et il va rencontrer les planteurs, voir si l'argent de l'équitable va au bon endroit et si les plantations sont bio et certifiées. Alors bien sûr, tout cela est affiché sur vos emballages, j'imagine. Oui. Est-ce que les clients vous posent des questions, regardent, se font préciser les choses? Est-ce que c'est en effet essentiel, comme ça a été dit tout à l'heure? Vous l'avez remarqué, ça? Oui. Alors il y a deux types de clients. Donc quand on est dans des circuits spécialisés en bio, là bien sûr ils posent des questions sur l'emballage, sur les matériaux, les matières premières. Et après, on a aussi une grosse clientèle qui fait pas que de la bio, épicerie fine notamment, et qui achète aussi de la bio en plus de la conventionnelle. Alors, vous allez passer le micro à votre voisin, Laurent de Verlange. Vous êtes vous aussi en Dordogne. Tiens, je ne vous ai pas demandé d'ailleurs, mais vous pourrez répondre après, si la proximité de l'autoroute A89 est essentielle pour votre entreprise. Madame Bovetti? Oui, ça c'est sûr que c'est un plus. Dites pas ça parce que Vinci est là, mais bon. Non, c'est un plus parce que pour l'expédition des produits, c'est évident qu'on ne peut pas être perdu au milieu de nulle part. Et puis nous, on est quand même proche de Brive et on a cette chance d'avoir aussi le croisement autoroutier. Donc important pour le développement pour les de votre transporteurs, entreprise. bien sûr. Laurent de Verlange, donc vous aussi vous êtes en Dordogne, vous êtes le PDG du caviar de Neuvic. Alors caviar d'Esturgeon, vous, la 89 aussi, vous êtes ravi d'être près de cette autoroute, c'est essentiel? Oui, comme tout le monde, je pense, mais on était bien parti là, dans le débat sur les tendances de consommation. Grâce à M. Marty, je pense qu'on peut continuer là-dessus. Oui, allez-y. Oui. Même si, évidemment, la 89, merci. Moi, j'habite à 2 km, donc évidemment, c'est plus facile pour aller voir mes parents qui habitent à Lyon, pour livrer mes clients qui sont à Genève, ou pour livrer tout simplement par Chronofresh qui a le nœud à Brive, donc tous mes clients en France. Mais sur les tendances de consommation, je voulais, parce que le débat est assez passionnant, je voulais aussi
compléter simplement ce qu'on disait avant, c'est que plus que le packaging, plus que les mentions légales, etc., les gens regardent maintenant à travers tout ça, parce qu'il est le contenu vraiment des marques et des entreprises. On fait plus de fake branding comme avant, on disait Hollywood, ça fait américain, ou on faisait du greenwashing, etc. Maintenant, c'est fini, les gens voient à travers tout ça, et ce qu'ils regardent, c'est vraiment les convictions des entrepreneurs. Et je pense, moi je suis assez partisan de ça, et donc c'est pour ça que quand on parle de nos produits, c'est plus important de dire que on est à minuit moins une de la catastrophe écologique et qu'on a tous intérêt à se bouger. C'est pour ça que nous on nourrit en bio, enfin il y a plein de choses qu'on fait, qu'on ne met pas forcément d'ailleurs sur nos emballages, mais ces convictions-là, les gens les ressentent, et il n'y a pas forcément besoin de le mettre sur l'emballage. Mais par contre, il faut être convaincu. Oui, il faut être convaincu, puis avoir éventuellement des outils de communication comme un site internet que les consommateurs vont aller voir quand même pour avoir la globalité de l'état d'esprit de votre entreprise. Oui, voilà. De toute façon, aujourd'hui, on est obligé d'avoir des réseaux sociaux, ou même d'ouvrir nos entreprises. Enfin, nous, on a la chance d'avoir des visiteurs qui viennent nous voir parce qu'ils adorent comprendre comment on fabrique un produit. Maintenant, de plus en plus, d'ailleurs, moi, j'étais le premier réfractaire à ça. Au début, je disais on est pisciculteur, on n'est pas dans le tourisme, donc on va pas faire visiter. Et puis sous l'insistance des clients, je l'ai fait. L'année dernière, on a reçu 5000 visiteurs, et cette année, on va recevoir à peu près 7000. C'est super important, et on gagne 3 fois. On gagne parce que c'est des clients, c'est des ambassadeurs, ils véhiculent l'image de la marque. Donc, moi, ce que je veux dire surtout, c'est que si on est convaincu par nos produits, il faut que nos marques soient... C'est l'alignement stratégique entre notre stratégie bio, développement durable. En fait, la personnalité de Walter, par exemple, fait que ces chocolats, ils se vendent parce que les gens savent que c'est un type passionné, qu'il va vraiment choisir ses chocolats. Et c'est ça qui est important, plus que le packaging aujourd'hui, parce que les gens voient à travers, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux événements, grâce à la communication qui est beaucoup plus rapide. Donc pour vous, c'est un véritable état d'esprit global au sein de l'entreprise et de la volonté des dirigeants. Exactement. Pour moi, c'est plus important d'avoir une stratégie claire, affirmée et alignée sur les attentes des consommateurs que d'avoir un emballage qui dise exactement ce qu'attendent les gens. Sachant qu'on ne peut pas toujours aller vers ce qu'attendent les gens. Moi, les véganes, malheureusement... j'y arriverai jamais. Vous n'y arriverez jamais. Et pour autant, je pense que c'est une vraie tendance et c'est lourd et ça se développe et c'est pas fini de se développer. Et cette tendance de proximité dont parlait Laurent Marty également, circuit de proximité, vous aussi, c'est quelque chose qui peut évoluer ? Moi, c'est pareil, j'ai un avis là-dessus plus mitigé. Évidemment, je suis comme tout le monde pour la vente directe à l'artisanat local, etc. Mais je pense que... au contraire, on est des entreprises qui voulons vendre loin, donc moi je préfère que des gens de Corrèze disent le Cavernevic est bon, il est bon pour l'environnement, etc. C'est pour ça que je l'achète, c'est pas parce qu'il est fait à côté de chez moi. Donc là-dessus, j'ai aussi un discours un peu plus mitigé, mais je suis ravi que les gens achètent autour de chez nous, parce qu'on est bien... On peut aller loin si on est quand même bien localement, si on est bien implanté localement, on ira plus loin. D'ailleurs, c'est le cas de nos entreprises. On est plutôt bien implanté localement et après, on va plus loin. Mais je ne suis pas pour l'autoconsommation locale. Sinon, dans ce cas, on ferme l'autoroute aussi, si on veut revenir au débat de l'autoroute. Et puis, on vend autour de chez nous. Et puis, voilà. Vous nous avez dit être content en effet de cette autoroute parce que ça vous permettait de livrer vos clients à Genève. Ça veut dire que vous avez des clients à l'étranger. Qu'est-ce qui fait que ces clients choisissent vos produits à vous ? Vous êtes assez peu nombreux quand même. En France, vous êtes 7-8 à faire on est quand même 7 producteurs en France. Qu'est-ce qui vous différencie des autres et sur quoi travaillez-vous justement pour vous différencier de vos concurrents ? En fait, ce qui est important, c'est l'identité d'une société. C'est l'identité globale. Donc nous, la différence, c'est qu'on élève nos poissons en circuit ouvert déjà par rapport à du circuit fermé. C'est la rivière, on est sur une eau très calcaire. L'eau de l'île par rapport à d'autres qui sont, par exemple, au bassin d'Arcachon, sur une eau très acide. On est les seuls en France avec du bio. On est en densité faible. C'est des choses comme ça qu'on met en place. Et puis on communique là-dessus. Puis après, le produit se ressent ou pas. Et les gens sentent la différence gustative à la fin dans le produit. Et ils adhèrent à cette démarche ou ils adhèrent pas. Mais voilà comment on essaie de se distinguer des autres. Et les autoroutes sont des voies de diffusion de nos produits, pas seulement localement et internationalement. Et c'est très important pour nous parce qu'en étant proche d'une autoroute comme la 89, on livre en A pour B toute la France à peu près, à part les Alpes et la Corse. Toute la France est livrée en A pour B parce que le nœud est à Brive justement. Si on était plus loin, comme malheureusement une grande partie de notre département de la Dordogne,
qui se retrouvent loin de tout axe, ceux qui sont dans le nord ou dans le sud du département, c'est un jour de plus. Donc vous combinez beaucoup d'atouts, la proximité des autoroutes et aussi la proximité de la rivière qui est essentielle pour vous. Nous, c'est plus la rivière. Laurent Marty, vous pouvez rebondir peut-être sur les propos, en effet, de Laurent de Verlange concernant cette globalité de l'entreprise, finalement, et de l'image de l'entreprise qui doit correspondre, finalement, aux produits vendus. Oui, est-ce que ça se ressent, ça? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui. C'est bon. Oui, tout à fait, mais c'était un petit peu les éléments de ma conclusion de cet après-midi, où je voulais, mais c'est pas grave, je voulais insister dessus, c'est-à-dire qu'il faut l'alignement, ce que j'appelle l'alignement des planètes au niveau stratégique, hein, c'est-à-dire que l'identité, c'est pas seulement... en tout cas être fier de ce qu'on fait, c'est avoir aussi une image qui est conforme à ce que les consommateurs imaginent. C'est aussi avoir l'identité, c'est également en interne. C'est très important de faire des produits dont les collaborateurs sont fiers et qui peuvent également véhiculer. Et je dirais qu'aujourd'hui, sur ces marchés-là, on sent une quête identitaire très forte. Mais je dirais, c'est notre société aussi. On parlait de la digitalisation, les réseaux sociaux accélère le mouvement. Aujourd'hui, la course est effrénée très nettement. Oui, je voudrais Laurent de Verlange, oui. Peut-être ajouter encore un autre élément, c'est qu'on parle de produits alimentaires, et en fait, sur certains de nos produits, on est plus dans des moments. Nous, on vend plus des moments de luxe que des produits. Hein. De convivialité, de plaisir. Voilà, de partage, etc. Et quand on est quand même dans une période, dans les pays cultivés et modernes, quand même, on s'attache un petit peu moins aux objets, de moins en moins on s'attache à une belle montre, un beau sac à main, etc. Et de plus en plus à des moments de consommation, c'est-à-dire un très bon repas dans un restaurant, un très bon produit, et surtout de moments qu'on est avec ses amis, quoi. Donc on est content d'être sur la table dans ces moments-là où on fête le baccalauréat de son enfant ou le permis de conduire, etc. Et c'est ces moments-là qui sont les moments clés de la vie et les richesses de la vie de demain. C'est pas forcément les biens de luxe. Et donc des moments qui rentrent en ligne de compte dans la stratégie de votre entreprise. Oui, et puis l'alimentaire doit se positionner comme un service de luxe et pas, le moyen d'aider à créer ces moments forts dans la vie, plus que simplement être des biens de consommation. Et chez les raffineurs de fruits, Laurent Pradeil, vous avez un peu la même analyse. Vous êtes installé à Brive et vous produisez en effet des produits, notamment pour le petit déjeuner, uniquement à base de fruits, sans sucre ajouté. Alors ça marche à tous les coups, mais on se dit, paraît-il que même sans sucre ajouté à 0%, il y a quand même du sucre et ça fait grossir, mais pas chez vous alors. Non, chez nous ça ne fait pas grossir. Alors effectivement, dans tous les aliments, il y a du sucre, comme différents constituants d'aliments. Donc oui, il y a du sucre puisque le fruit est constitué et sucré en soi, et on travaille justement là-dessus de façon à uniquement utiliser ce sucre de fruits et réaliser des produits d'usage qu'on connaît tous, comme les confitures, pour avoir un produit qui a des qualités nutritionnelles, un goût du coup beaucoup moins sucré et retrouver un goût de fruit, ce que l'on a beaucoup moins en fait dans un produit artisanal. Vous faites écho aux propos tenus par Laurent de Verlange sur d'une part la globalité en effet de l'entreprise, de l'image de l'entreprise, et puis aussi la qualité des produits et de votre secteur de consommation. Oui, tout à fait. Donc nous, on est une entreprise jeune et on s'est directement positionné. Notre ADN, en fait, c'est bien ça, c'est de proposer des produits avec du mieux manger, donc des produits très peu sucrés, comme je disais, qui valorisent que le fruit. Par rapport à l'axe proximité, moi je dirais plutôt, nous on a développé en fait, et on travaille aussi sur cet axe, plutôt cet axe citoyen où les gens veulent de la proximité, mais nous on s'est plutôt positionné sur une valorisation de terroir. Par exemple, on valorise les fraises de Dordogne. Et au travers de ça, je pense que les citoyens ne veulent pas forcément, et je reviens sur ce que vous disiez, un produit qui est fabriqué à 10 km de chez eux, mais ils veulent pouvoir identifier un terroir, identifier un savoir-faire et se projeter par rapport à des choses sur lesquelles ils ont une accroche forte. Donc nous, on travaille énormément là-dessus. Donc à la fois des formulations et des recettes effectivement nutritionnellement bonnes, avec un produit sain, à la fois une proximité citoyenne, et aussi tout un développement de gamme agriculture biologique, puisqu'on est aussi positionné là-dessus avec des valeurs de produits. Et comme disait Mme Bovetti, effectivement, un relationnel à la fois aux produits et à la fois à la commercialisation des produits complètement différent dans ces circuits de distribution et complètement à l'opposé de ce qu'on peut observer dans la grande distribution classique. Vous avez une proximité aussi avec vos clients, c'est-à-dire que vous échangez, vous avez des systèmes de commercialisation aussi qui vous permettent d'échanger avec vos clients? Alors, très peu aujourd'hui parce qu'on démarre. Vous êtes récent, vous démarrez. Oui. Alors là où on arrive à avoir une communication de proximité, en fait, on a fait de la distribution et de la commercialisation dans des salons et dans des foires.
des marchés de Noël, un marché de Noël, et puis on a commencé des foires depuis cet été, où là effectivement on a de la vente directe et on a un retour consommateur. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qui retient leur attention en priorité, ces consommateurs, sur vos produits? Alors au début le côté étonnant, je reviens sur le côté nouveau tout à l'heure, ce qu'on disait, où les gens aiment bien un peu ce qui est nouveau aussi, le côté étonnant de trouver une confiture sans sucre. Sur lequel ça défie toute leur compréhension, puisque tout le monde fait de la confiture chez soi, oui, on met plein de sucre, voilà, alors que nous on ne l'utilise pas. Et ensuite après, effectivement toute la stratégie, toute l'ADN de notre entreprise, le fait de leur proposer de la proximité, de leur proposer un produit gourmand en fait, avec des goûts de fruits très importants, et remémorer en fait un peu cette Madeleine de Proust quand ils mangent le produit, où ça correspond à des choses qu'ils imaginaient ou qu'ils avaient déjà consommées, mais qu'ils n'ont pas trouvé en grande distribution classique. Et alors, est-ce qu'ils vous parlent du prix? Est-ce que vos prix s'alignent sur ceux du marché? Est-ce que vous êtes un peu plus cher? Alors en même temps, on va vous dire, vous ne mettez pas de sucre, donc vous faites des économies. Ouais, donc les prix doivent être moins chers. Ouais, non, c'est pas ça. Dans le marché alimentaire, mais je pense que tout le monde a bien ça en tête, ce qui ne coûte pas cher, c'est l'eau, le sel, le sucre et le gras. Donc quand vous regardez pourquoi aujourd'hui nos produits sont si effectivement peu chers, en industrie conventionnelle je dirais, parce que dans les formulations vous avez de l'eau et du sucre qui retiennent l'eau et du gras qui baisse les prix de tout ça. Donc nous non, c'est l'inverse. Quand on n'utilise que le fruit effectivement, on est sur des coûts plus élevés. Oui, on nous parle de prix, mais le problème du prix en fait c'est pas la première approche. Donc ça correspond à ce que vous disiez, tout le monde a un panier moyen, tout le monde a un pouvoir d'achat et c'est pas forcément extensible, les porte-monnaies sont pas extensibles, mais les gens par rapport à des produits sur lesquels on est sur du bien manger, et aussi qui plus est nous pour un produit plaisir quand même, regardent différemment l'approche tarifaire. Alors on parlait d'anticipation, vous êtes une toute jeune entreprise, donc vous êtes en plein développement, enfin en plein émergement, mais est-ce que faire des confitures sans sucre, est-ce que ça va suffire finalement à implanter votre entreprise? Est-ce que vous avez déjà d'autres idées, d'autres projets et d'autres oreilles tendues auprès de vos consommateurs qui vous ont peut-être fait part de remarques ou d'idées? Oui, alors on est sur ce segment confiture qui effectivement on peut se dire un segment, enfin une offre produit traditionnelle, mais avec énormément de choses qui bougent et encore beaucoup de développement possible. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'est quand même positionné sur cette offre-là. Et de façon beaucoup plus large, en fait, on travaille sur énormément de recettes fruits pour arriver à accompagner le consommateur à manger du fruit toute l'année, mais pas forcément un fruit brut, parce que le fruit brut, on ne le trouve pas toute l'année et on n'a pas toujours envie de manger un fruit en l'état, et notamment les populations jeunes. Donc on propose toute une gamme de fruits qui est en cours de développement, là, avec des crèmes de fruits ou des desserts fruités, justement en complément de la gamme confiture. Avec bien sûr un souci de la qualité des fruits que vous utilisez. Avec un souci de la qualité des fruits, une difficulté effectivement, alors moi je vais moins loin que pour chercher des fèves de cacao, oui. Mais on a besoin quand même effectivement de bien qualifier notre matière première, puisque dans la mesure où, comme je disais, on est sur uniquement le fruit, on ne fait pas forcément de formulation compliquée ou d'arômes ou de choses comme ça. Il faut vraiment que la matière première soit noble et qu'on ait un produit très correct. Donc sur vos étiquettes, on trouve quoi, vous? On trouve 100% fruits. 100% fruits, 100% fraises. C'est ça, oui. Je crois d'ailleurs qu'on trouve vos produits au jardin de chez Sotis, au jardin de Sotis. Oui. Donc vous avez été en relation pour pouvoir mettre vos produits en proximité de vente. Frédéric Mas, vous êtes le PDG donc, de Sotis. Alors on parle beaucoup alimentaire, mais c'est vrai que les cosmétiques quand même font aussi partie de cette notion de bien-être et de plaisir, voire éventuellement de santé. Tiens, donc les confitures, vous les avez goûtées, vous déjà? Non, peut-être pas. Parce qu'on peut avoir en magasin des produits qu'on n'a pas forcément goûtés. Si. Bon. Oui, je les ai goûtés. Et j'y ai pris grand plaisir, je dois le dire. Et ce qui vous a intéressé à les mettre en place chez vous d'ailleurs, c'est parce qu'ils étaient 100% fruits bio qui correspondaient à l'image des jardins de Sotis? Oui, tout à fait. C'est exactement ça. C'est l'esprit naturel véhiculé que l'on retrouve et le partage de valeurs tout simplement. Alors on est dans cette notion de mode de consommation-habitation. C'est un petit peu finalement l'ADN à la limite de toutes vos entreprises, mais surtout les entreprises de cosmétiques. Vous devez vous aussi évoluer en fonction des modes de consommation de tout un chacun, de toute une chacune. Comment faites-vous pour justement anticiper? Est-ce que le fait d'être un grand groupe à l'international vous permet d'humer l'air du temps peut-être plus facilement lorsqu'on est une PME installée sur un territoire précis? Je dirais, c'est vrai qu'on a une ouverture sur le monde.
avec nos distributeurs, nos filiales, qui vont nous exprimer des besoins, tout simplement, nous exprimer des besoins, des attentes, et ça nous permet d'avoir ces échos qui nous reviennent, de croiser également tout ce que l'on peut entendre, et puis bon, quand il y a un message qui passe une fois, 2 fois, 3 fois, on commence à savoir que c'est sérieux et que c'est un sujet duquel il faut se préoccuper. Donc ça nous permet vraiment de voir émerger de grandes tendances, et puis ces tendances, elles peuvent vraiment varier d'un pays à l'autre, avec parfois également des contradictions qui doivent parfois être gérées. Alors justement, quelles sont les contraintes finalement pour les entreprises à être réactifs face à ces mutations, et notamment dans votre secteur d'activité? Les contraintes, c'est avant tout un environnement réglementaire. C'est bien sûr une préoccupation constante, et pour autant de pouvoir vraiment bien cerner et bien identifier quelles sont les attentes des consommateurs, parce que là aussi parfois il y a des contradictions à gérer. Donc il faut vraiment pouvoir s'inscrire dans l'attente des consommateurs, et bien entendu dans une totale conformité réglementaire. Alors, vous insistez là-dessus, ça veut dire que avant, ces contraintes réglementaires étaient moindres, donc on développait un produit plus rapidement que maintenant, par exemple, et que ça, en effet, il faut l'anticiper? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, le développement d'un produit cosmétique, c'était 1 semaine. Aujourd'hui, on est sur des échelles de 2 ans à 3 ans lorsque tout va bien. Oui. Oui. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on intègre, et puis c'est également la vie des formules. Je rebondis sur la thématique des ingrédients. C'est pas uniquement le réglementaire, c'est les tendances sociétales qui également dictent la façon dont le produit va évoluer. C'est-à-dire qu'avant, nous ne faisions que du développement de formules, entre guillemets. Aujourd'hui, une part importante de notre travail aussi, c'est de faire vivre et de faire évoluer ces formules en fonction des tendances sociétales, des attentes. Lorsque nous avons des échos sur telle ou telle substance ou tel ingrédient, nous avons une cellule pour tout de suite trouver des alternatives, substituer et dégager le plus de naturalité possible dans nos produits. Donc vous avez une cellule spéciale au sein du groupe qui ne s'occupe que de cela? Qui ne fait que cela, oui, tout à fait. Et qui existe depuis combien de temps, cette cellule? Ça fait à peu près 5 ans qu'on a mis ça en place. Donc c'est relativement récent, en tout effet. Tout à fait. Alors vous avez développé cette gamme de Beauty Garden. Là aussi, ça répond complètement, finalement, à l'ère du temps, la mise en place de cette gamme. Oui, Beauty Garden, donc c'est une gamme de la graine au pot, vous dites. De cosmétiques bio, de la graine au pot, avec des légumes du potager, tout simplement, avec un projet ambitieux qui est né de la transformation de la ferme familiale qui remonte il y a 2 générations maintenant. C'était la ferme des métayers. Et on en a fait un atelier cosmétique. Donc on a rénové entièrement cette ferme. La société s'appelle la Ferme de Beauté. Et nous cultivons, nous transformons sur place à Aurillac en Xaintrie, donc en Corrèze, des légumes du potager que nous transformons, que nous mettons en valeur dans des formulations cosmétiques, et que nous vendons sur Internet et via un réseau également de boutiques bio. Donc, de cette gamme Beauty Garden, tous les produits sont issus de votre production, si j'ose dire. Oui, donc, vous avez dû embaucher un jardinier, par exemple. On a plusieurs jardiniers. On a également l'affectation de jardiniers des jardins Sotis qui peuvent contribuer aux récoltes lorsqu'on a besoin de mains et de bras, effectivement. Mais est-ce que vous aviez pensé un jour que vous auriez dans vos salariés des jardiniers, finalement ? Quand on fait de la cosmétique? Non, c'était pas quelque chose de spontané. Effectivement, c'est plus un cheminement, c'est quelque chose qui s'est construit dans le temps, mais c'est également aujourd'hui une grande fierté. C'est vraiment une grande fierté de pouvoir voir nos produits finalement se créer, voir les ingrédients grandir, et tout ça, voilà, c'est également quelque chose de passionnant à regarder, à observer.
Laurent Marty, enfin, c'est assez étonnant. On voit aussi comment les entreprises peuvent évoluer et finalement s'orienter vers des métiers qu'elles ne soupçonnaient pas auparavant dans leur secteur d'activité et qui finalement sont tout à fait évidents aujourd'hui. Oui, il me semble, on vit, ce que je dis souvent, on vit une époque formidable. Oui. Où, on considère que 30% des métiers dans les 30 prochaines années n'ont pas encore été inventés. Et on le voit au niveau donc, du monde du travail. Au niveau des entreprises, on voit des reconversions assez spectaculaires. Tout à l'heure, je parlais d'un grand groupe industriel qui est Herta, qui est en train de devenir l'emblème du véganisme dans la grande distribution. Il y a 5-6 ans, ou il y a 10 ans, ils n'auraient jamais pensé qu'ils feraient ce virage-là. Les tendances de consommation changent, les aspirations des consommateurs changent, et les entreprises seront obligées de s'adapter à ces changements-là. Et donc, il y a en effet cette problématique de savoir les anticiper pour être là au bon moment et être prêt au moment où, en effet, la clientèle attend les produits qu'elle souhaite. Je vous dirais que l'économiste que je suis démontre que dans l'histoire économique, ceux qui ont été les pionniers n'ont souvent pas réussi. Il ne faut pas être trop en avance. Il ne faut pas être trop en avance, oui. il faut être dans l'air du temps. Ce qui est important, c'est qu'il faut avoir cette capacité à écouter, à entendre, mais à agir au bon moment. Donc pour être dans l'air du temps, Frédéric Mas, vous avez là aussi des gens qu'est-ce que ça veut dire, qui sont jeunes, qui sont à l'écoute des réseaux sociaux aussi, ça fait partie des profils que vous embauchez? Oui, tout à fait. Ça a vraiment été une volonté de créer une espèce de mini start-up au sein de notre entreprise, parce qu'effectivement, ces équipes-là ont une forte indépendance, elles sont jeunes et elles ont une autonomie. Et ça, on y veille parce que c'est vrai que quand on est au sein d'un groupe, on a une structure qui peut parfois être un petit peu lourde et avec des mécanismes de raisonnement. Oui. Il faut en sortir. Et effectivement, il faut être complètement ouvert sur les évolutions qui voient le jour. Et pour tout vous dire, on avait lancé une gamme bio il y a déjà une dizaine d'années et qui n'a pas rencontré le succès escompté à cette époque-là. Tout simplement, on n'était peut-être pas dans le bon moment, dans le bon réseau, alors qu'aujourd'hui, on y est totalement. Ou peut-être que vous-même, pardonnez-moi, vous-même, oui. vous l'entreprise, n'étiez pas prêt à ce nouveau marché aussi, que finalement on découvrait peut-être, non, je ne sais pas. Peut-être effectivement, oui. qu'on l'a pas abordé sous le bon angle. En tout cas, on a repris les choses à zéro. C'est aussi important à certains moments de se remettre en cause. Mais toujours avec la conviction, et je pense que c'est ça qui est déterminant, toujours avec la conviction que c'est une voie d'avenir, qu'il y a des choses à faire, et quelque part en prenant le temps de bien faire les choses. J'insisterai là-dessus, prendre le temps, surtout sur des approches comme ça, c'est très important. Alors, bien sûr, c'est des ressources, c'est du temps, c'est de l'engagement, mais c'est essentiel. Et tous les témoignages qui ont été portés aujourd'hui, je pense, attestent de cela. Moi, tout ça m'inspire aussi le mouvement du slow food qui est né en Italie, avec notamment, par exemple, la chaîne Eat Italy. C'est des réussites remarquables. Mais c'est le contre-pied du fast-food et c'est vrai que alors certainement que ça ne concerne pas tout le monde dans les tendances sociétales, mais il y a quand même un mouvement de fond qui consiste à se réapproprier son temps, à se réapproprier un certain art de vivre. On parle aussi des rencontres du bien-être, et je pense que ce mot bien-être, il est très important. Nous, au niveau de la société Sotis, notre cœur de métier, ce sont les soins esthétiques. Les soins esthétiques véhiculent un bien-être, c'est une parenthèse dans le temps et un temps pour soi. Et ça, c'est depuis la naissance de l'entreprise en 1946, c'est une valeur fondamentale. Apporter du bien-être à la clientèle, apporter
du réconfort quelque part. Je vais assez loin dans mes mots, mais c'est vrai qu'il faut apprendre du temps pour soi-même, et je pense que c'est particulièrement important dans nos sociétés aujourd'hui. Et vous l'avez en effet mis en place chez vous avec cette notion de santé aussi, puisque vous intervenez auprès des femmes qui ont eu des cancers et vous les épaulez grâce aux soins esthétiques, massages, etc. Tout à fait, au travers d'un réseau de socio-esthéticiennes qui travaillent dans les hôpitaux ou en connexion avec des hôpitaux par rapport à des pathologies graves. Et justement, les médecins, à la demande des médecins et en coordination avec les médecins, parce qu'il a été démontré, et aujourd'hui il y a des témoignages très forts en ce sens-là, que l'image de soi et le rapport à soi est extrêmement important, et surtout et en particulier dans ces moments-là. Alors, prendre soin de soi, c'est ce que font finalement vos clients, Magali Delouche, au sein d'Elancia France. Vous avez monté donc des clubs de fitness, de sport, mais pas pour des sportifs de haut niveau, pour tout un chacun. Vous êtes installé à Brive depuis 2003 et vous avez aujourd'hui donc 45 clubs en France, donc 27 en filiale et les autres sont en franchise. Et c'est venu, alors que vous n'étiez pas du tout sportif, mais vous aviez un conjoint quand même qui l'était. Oui, et c'est qu'il avait senti l'air du temps, lui aussi, on parlait beaucoup de l'air du temps et de cette vague sociétale. Il l'avait senti, lui, en 2003 aussi. En fait, oui, l'idée, quand on a créé Elancia, c'était, on était déjà dans le marché de la remise en forme, mais on avait senti que les personnes attendaient autre chose. Donc l'idée, quand on a créé le concept, c'était de s'orienter vraiment, de créer des salles pour des personnes qui n'étaient pas sportives, parce que quand on n'est pas sportif, c'est compliqué de se mettre au sport, c'est compliqué de revenir régulièrement faire du sport, et c'est encore plus compliqué de trouver une salle qui réponde à nos attentes en termes d'encadrement, en termes de « je suis bien ici, je me sens bien » parce que j'y passe quand même un petit peu de temps. Donc l'idée, effectivement, ça a été de mettre en place, aujourd'hui le consommateur, c'était déjà vrai il y a quelques temps, mais encore plus aujourd'hui, attend un service personnalisé, qu'on s'adapte, qu'on écoute sa problématique, qu'on réponde à ses attentes. Il veut qu'on parle de lui, finalement, oui, il est assez... Ouais. Voilà, c'est ça. Donc il faut personnaliser la demande. Donc là, effectivement, nos adhérents sont pris en charge individuellement par nos conseillers sportifs. On écoute ses attentes, on lui fait passer un bilan effectivement pour voir où en est son état de forme, de manière à adapter un plan d'entraînement qui va lui permettre d'avoir du résultat et puis de rester motivé. Et puis on s'est doté d'un outil également qui nous permet d'avoir des retours de séance pour pouvoir construire avec lui son plan d'entraînement sur des résultats mesurés. Mais dites donc, depuis 2003, ça s'est considérablement développé. Qu'est-ce qui a fait que c'est votre formule finalement qui a fonctionné, puisque vous êtes maintenant installé à travers la France ? C'est le concept d'une manière générale, parce que c'est vrai que le marché aujourd'hui attaque beaucoup les sportifs, les personnes qui... À l'époque, c'était encore plus vrai. Et on s'est vraiment positionné sur ce marché de personnes qui savent qu'il faut s'entretenir pour entretenir son capital santé, qui savent que voilà, il faut faire du sport, qui n'ont pas beaucoup de temps, mais qui notre clientèle aujourd'hui a une moyenne d'âge de 37 ans. Donc pour certains, les enfants sont grands, ils peuvent enfin faire du sport, ils savent qu'ils sont stressés, qu'il faut qu'ils perdent du poids. Leur médecin leur dit allez, il faut bouger parce que voilà, on connaît l'impact positif de l'activité physique sur la santé. Donc voilà, donc effectivement ça concerne tout le monde, et le produit aujourd'hui, c'est vrai qu'on demande aux gens par exemple de venir avec un t-shirt, pas de débardeur, pas de tenue provocante, donc ça rassure énormément de gens qui ne sont pas sportifs, ils se sentent à l'aise tout de suite. Parce que c'est provoquant d'être en tenue de sport, c'est-à-dire que ça fait peur, on se dit oh là là. C'est vrai que pour les hommes, le côté, voilà, les débardeurs, souvent, voilà, les personnes qui ne sont pas forcément musclées ou autres, qui sont un peu bedonnantes, voilà, ils ne se sentent pas à l'aise. Les filles, c'est pareil, quand on a un petit peu de poids, on est bien en t-shirt, et puis ça fait partie du concept, c'est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de passer un bon moment, c'est de se faire du bien, voilà, de se faire plaisir. Et puis il faut qu'ils s'amusent aussi, donc on a ce système-là qui permet d'avoir des retours de séances d'entraînement. On a la télé sur les appareils pour que le temps passe plus vite. On a mis en place aussi des séances de SPIVI, c'est du biking interactif, où on a son avatar sur un écran, on est dans une course, en immersion totale dans un jeu. Donc voilà, de façon à dire, amusez-vous en faisant du sport, faites-vous plaisir, parce que c'est important de bouger, d'avoir une activité physique. Et finalement, c'est pas vraiment du sport, c'est je m'entretiens et en même temps je m'amuse, je me fais du bien, je m'évade. Et si en plus on peut manger du chocolat, du caviar, des sturgeons et se faire mettre c'est formidable alors.
grâce à ça, vous avez eu beaucoup de prix, dites-moi. Vous avez été récompensé, notamment dans le cadre d'un label créé par les médecins, d'ailleurs, Oui, voilà, le label Sport Santé. Donc ça rejoint en effet. C'est ça, effectivement, la Société de Sport Santé, effectivement, la Fédération française de Sport Santé, pardon, qui est un collège de médecins et professionnels de santé, a mis en place ce label pour permettre déjà aux médecins, parce qu'avec la loi Fourneron qui est passée la prescription de sport sur ordonnance, effectivement, savoir où diriger aujourd'hui les personnes qui ont des pathologies, et puis au grand public également, de savoir vers quelle salle se diriger pour être certain d'être pris en charge correctement, d'être encadré, d'arriver à atteindre cet objectif de manière sécuritaire. Donc il y a eu ce label-là, donc on est le premier groupe effectivement labellisé Salle Sport Santé, ça fait depuis le début d'année. Et puis c'est un groupe corrézien, ouais. Bravo. Et puis on vient d'être aussi élu numéro 1 par le magazine Capital des centres de remise en forme devant les enseignes nationales, les grosses enseignes. Donc on est, Et maintenant vous êtes mis au sport vous-même ? Oui, il a fallu. Et ça fait du bien. Et avec plaisir alors, avec puisque plaisir, c'est... D'accord. Ouais. Caroline Malsout, alors on termine avec vous cette table ronde avant de donner la parole à la salle. Là aussi, toujours, le temps nous est compté, on a commencé un peu en retard. Souriance RH, c'est le nom de votre structure. Alors là, voilà, on termine avec vous. La sophrologie, le bien-être au travail. Vous intervenez au sein des entreprises, justement, en formation collective ou individuelle, pour le bien-être au travail. Et vous avez beaucoup de travail, justement, vous-même ? Oui, effectivement. Donc les entreprises vous sollicitent de plus en plus. Elles ont cette démarche-là et cette notion-là de bien-être au travail qui se développe ? Oui, effectivement, de plus en plus. J'interviens soit à la demande, je dirais, du chef d'entreprise ou de la direction des ressources humaines pour accompagner des salariés, on va dire, dans le développement des ce qu'on appelle des soft skills, c'est-à-dire le développement des compétences émotionnelles et relationnelles. C'est-à-dire accompagner les gens pour leur donner des outils qu'ils peuvent utiliser, je dirais, dans leur quotidien professionnel notamment, pour se recentrer sur eux, pour être bien, je dirais, dans leur quotidien, pour être aussi plus à l'aise dans leurs relations. Et pour éviter les conflits au sein des entreprises, en tout cas pour les réduire, est-ce que ça entre en ligne de compte ? Oui, bien sûr, parce que je pense que quand on est mieux avec soi-même, eh bien évidemment, je vais parler un petit peu, je ne suis pas très habituée à parler devant autant de personnes, et donc lorsqu'effectivement on se sent plus à l'aise, on est plus en capacité à gérer son temps, à gérer son stress, à gérer ses émotions, eh bien évidemment, ça a un impact sur ses relations auprès des autres, et on émet une énergie, je dirais, beaucoup plus positive. Donc, oui, allez-y, pardon. Oui, alors je m'inspire notamment de la sophrologie, mais pas que. Mais la sophrologie, lorsque je me suis formée à cet outil, j'ai trouvé que c'était une approche très intéressante parce que c'est un outil que l'on peut utiliser, je dirais, dans son quotidien professionnel. Et pour moi, c'était vraiment très important. Je considère que par rapport à la gestion de soi, la gestion de ses émotions, il y a un travail que l'on peut faire je dirais, au quotidien dans sa vie, mais il est important aussi de pouvoir utiliser des outils en direct lorsqu'on prend la parole en public, par exemple, ou lorsqu'on va mener des entretiens qui sont difficiles, ou lorsqu'on est face à un client qui est parfois aussi qui n'est pas toujours facile. C'est d'avoir des outils qui vont permettre de se recentrer sur soi et de gérer son stress. Et ça se mesure aussi en termes d'absentéisme. On sait que le bien-être au travail, ou plutôt le mal-être, a des répercussions sur l'absentéisme. Là aussi, on vous appelle en ce sens pour... Oui, effectivement. Alors, lorsque je suis sollicitée, c'est soit dans une démarche de prévention, soit parce qu'il y a quelqu'un que l'on sent mal. Alors, soit, je dirais, ça provient de sa hiérarchie, soit du service ressources humaines qui identifie que quelqu'un est en difficulté et qu'il souhaite faire accompagner cette personne pour éviter le pire, si je puis dire, et le pire étant... le burn-out dont on parle régulièrement. Donc oui, effectivement, lorsqu'on sait que lorsqu'une personne est confrontée à cela, ce sont des mois d'arrêt de travail et puis après des difficultés à s'en remettre. Alors quand on entend en effet tous nos intervenants qui apparemment, eux, ont conscience déjà de cela sur la globalité, bien sûr, de l'entreprise, vous risquez d'avoir moins de travail si déjà elles prennent en compte en interne toutes ces problématiques de bien-être au travail. Bien, je dirais, je ne sais pas si c'est moins de travail, mais en tout cas, ce sont des gens, des chefs d'entreprise qui sont sensibilisés à ce sujet-là et qui, de ce fait-là, le bien-être au travail est quelque chose qui est préoccupant pour eux, est une priorité et n'est pas quelque chose de tabou, je dirais, parce que parfois le stress en entreprise est aussi un sujet tabou. Et le constat que je peux faire par rapport à mon activité, c'est que de plus en plus,
on en parle ouvertement et qu'on ose parler du bien-être ou du mieux-être au travail. Et ça, c'est quelque chose, je dirais qu'évidemment, j'accueille vraiment avec beaucoup de bonheur, parce que on a beaucoup évoqué le fait qu'il y avait des changements permanents, et en fait les entreprises, donc les salariés par conséquence, sont confrontés au fait qu'ils doivent s'adapter en permanence. Et lorsqu'on sait que le stress, et d'ailleurs on parle du stress aussi positif, le stress, on est en situation de stress à chaque fois que l'on doit s'adapter à une situation nouvelle. Donc c'est un état de fait que l'environnement dans lequel nous évoluons professionnellement est stressant de par ces exigences d'adaptation. Donc toute personne finalement peut être sujette au stress, et dans notre éducation, nous n'avons pas été forcément bien préparés à gérer le stress, à gérer les émotions. Et vous définissez comme facilitatrice de performance et de bien-être au travail, chose que vous assumez maintenant, mais que vous avez mis du temps à assumer. Oui, voilà, effectivement. Mesdames et messieurs, est-ce qu'il y en a parmi vous qui souhaitent intervenir, questionner, réagir, témoigner peut-être, ou profiter de la présence à la fois de Laurent Marty et de ces différentes entreprises installées tout autour de l'A89 pour les questionner et les solliciter. Monsieur, oui. Merci beaucoup. Sans vouloir alourdir les débats, parce que je pense qu'on a pris un peu de retard sur le timing. En fait, l'impression que j'ai en voyant cette table ronde, là, c'est que on s'adresse à un public quand même qui est assez classe supérieure, et c'est pas enfin, ou je me trompe peut-être, mais on s'adresse pas vraiment à un public, à un très large public, en tout cas pas un public qui représente la majorité de la population. Donc, quel est le marché finalement? Quand on voit des modes de consommation en mutation, c'était le thème de la table ronde, est-ce que vous pensez que ces modes de consommation, qui aujourd'hui touchent quand même une classe supérieure, enfin, c'est un peu ce que je comprends entre le caviar, la confiture sans sucre, les chocolats, etc., est-ce que vous pensez que cette évolution va toucher beaucoup plus largement la population, voire même toute la population dans les années à venir? Laurent Marty, peut-être dans un premier temps, et puis ensuite peut-être des intervenants de la table ronde. Je vais le faire sous l'angle économique aujourd'hui. Vous m'entendez bien là? Je prends un micro. Allez-y, allez-y. Sous l'angle économique, aujourd'hui, on a une consommation qui évolue de manière assez étrange en sablier. C'est-à-dire que je suis d'accord avec vous, ça ne concerne pas tout le monde, mais par contre, les catégories les moins favorisées, par exemple, consomment du bio aujourd'hui. Le bio est en train de prendre une place importante dans les circuits de hard discount. C'est complètement nouveau. Les gens consomment différemment. C'est-à-dire qu'ils ne consomment pas moins ou plus quelque chose, ils consomment différemment, ils vont faire des sacrifices sur certains types de postes de consommation pour avoir des produits biologiques sur d'autres gammes. Sur les produits laitiers, aujourd'hui, on vend plus de bio dans quelques grandes surfaces alimentaires que du non-bio, pour vous donner un ordre d'idée, ce qui est assez surprenant. Ça illustre parfaitement aujourd'hui des consommations très différentes. Ce qui aujourd'hui pâtit souvent le plus, on le dit souvent, c'est le middle market, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des marchés en sablier, où on a soit des produits plutôt à forte valeur ajoutée, ou soit qui descendent à faible valeur ajoutée. Et ce qui faisait les marchés de masse auparavant est en train d'être plutôt en baisse. Donc il y a plutôt en effet une courbe optimiste. Monsieur de Verlange? Oui, simplement aussi pour dire que nous, on n'a pas tellement le choix. On a des convictions de faire un produit meilleur, plus sain, etc. Bon, ok, mais on n'a pas tellement le choix parce que finalement, il y a toujours des Chinois pour faire mieux que nous, quoi. Que ce soit de la confiture, des produits de beauté ou même du caviar. Donc finalement, on est contraint aussi à faire mieux, et mieux pour la planète, mieux pour les consommateurs. Et ça tombe bien, c'est ce que les gens demandent aujourd'hui. Donc. D'autres réactions éventuellement par rapport à cette question? Mesdames et messieurs, non, c'est bon? D'autres personnes? Monsieur, oui, qu'on va entendre dans quelques instants. Monsieur Marty, oui, j'avais une question. Est-ce que vous pensez justement qu'il y a un aspect générationnel, parce qu'on sait aujourd'hui que l'immobilier, c'est un poste très important au niveau des ménages et même des étudiants. Est-ce qu'aujourd'hui, cette tendance du mieux-être, mieux manger, etc., est-ce que c'est une génération qui la apporte ou est-ce que c'est vraiment une conviction qui arrive, qui se transmet un petit peu de génération en génération?
C'est assez compliqué parce que quand on fait toutes les études, mais je pense que certains intervenants sont plus calés que moi, mais des études un peu sociologiques sur les modes de consommation, on a les militants, les initiés, etc. Ce qui est clair, c'est que la génération aujourd'hui jeune a des modes de consommation qui est en rupture par rapport aux générations passées. On le voit par rapport au véganisme, au végétarisme. Alors il y a des conséquences de coût, etc. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, consommer moins de viande, c'est avoir plus de pouvoir d'achat pour consommer autre chose. C'est ce que l'enquête qu'on a menée auprès de 2000 jeunes Français l'a montré, c'est qu'il y avait des choix économiques qui fait que des jeunes ne consomment plus de viande, mais il y a aussi des choix sociétaux, il y a des engagements, il y a le fait, on en parlait tout à l'heure sur le bien-être animal, qui font que les jeunes se sentent beaucoup plus militants, politisés quelque part, à ce sens-là, et je dirais l'essor des réseaux sociaux, des nouveaux modes de communication, amplifie les phénomènes. C'est ce qui change par rapport à ma génération ou celle de la génération passée, c'est qu'aujourd'hui, ils ont une capacité de se mettre en réseau qui est sans commune mesure avec ce qu'on a connu par le passé. Je dis souvent, un élément important, c'est que la France, on a mis à peu près 1 siècle et demi pour s'équiper en automobile. Aujourd'hui, on considère qu'on aura mis 10 ans pour s'équiper un smartphone, une génération. Et le smartphone, aujourd'hui, vous voyez, c'est tout. C'est l'accès, c'est le réseau, c'est le téléphone, c'est l'appareil photo, etc. Et ces jeunes-là qui naissent avec, ils vont modifier profondément les modes de consommation. Donc il y a vraiment un effet générationnel. Ce qu'on ne mesure pas, ce que je l'ai dit, c'est le jour où ils rentrent dans la vie active, en tout cas, ils s'institutionnalisent quelque part. Est-ce que leur mode de consommation va évoluer? Ça encore, je pense qu'il est trop tôt pour le dire. Des réactions par rapport à cette question, mesdames et messieurs? Oui, rapidement. Madame Doucelin de NutriConcept. Il me semble que oui, on parle de génération, et il y a effectivement la jeune génération, ou tout du moins ceux qui se sont bien mis aux nouvelles technologies. Mais parmi les seniors, il y a quand même tout le groupe des baby boomers qui ont aussi vraiment intégré des valeurs de transparence, de traçabilité et de produits sains, non? Oui, complètement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les générations, les baby boomers, eux, sont beaucoup plus dans les éléments de traçabilité. Ils vont avoir une éducation, en tout cas, ils ont une façon de consommer qui est beaucoup plus. Ils veulent comprendre ce qu'ils consomment. Alors que les jeunes générations sont plutôt quand même dans l'effet réseau, dans le plaisir. Il y a une autre dimension. On n'est pas sur des modes de consommation. Ils vont consommer peut-être la même chose, mais pour des raisons un petit peu plus différentes. Plaisir et convivialité pour les jeunes, et puis être plus raisonnable sur les personnes seniors. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour être intervenus et avoir, d'une part, parlé de vos entreprises. Pour certains, bien sûr, vous serez cet après-midi en rendez-vous d'affaires. Je reprécise que pour ceux qui n'ont pas pris de rendez-vous, d'ailleurs fixe, il sera possible de le faire tout à l'heure en début d'après-midi. Merci à vous tous, en tout cas, pour vous avoir éclairé de vos informations. Je vous invite à reprendre place dans la salle.